Je vais appeler Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui est la vice-présidente du tourisme de la région Normandie. Bienvenue Marie-Agnès, qui est une habituée, maire de Fécamp. Donc c'est quelque chose qui est une véritable qualité d'être vraiment dans un territoire et de pouvoir survoler. Laurent Stefanini, qui est ambassadeur de France à l'UNESCO, qui est en autre qualité, puisque c'est un aviateur émérite. Donc il est capable d'avoir le point de vue, de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est important, puisque c'est lui qui défend le classement patrimoine de l'humanité des plages du débarquement et d'Espace Normandie, qui est un vrai sujet. Il va nous en parler international, parce qu'on pose des problèmes nouveaux. La façon dont la Normandie rayonne et se perçoit à l'international, c'est quelque chose. Michael Dodds, voilà, qui est le directeur de Normandie Attractivité et qui s'occupe de toute l'attractivité touristique de la région normande. Émile Viciana, qui est le directeur des cures marines, donc cet établissement référent maintenant pour toute la Normandie, et dont le cœur de métier est de répondre au bien-être. Donc avec Joanne Thiriot, que l'on vient d'entendre, il travaille forcément en grande proximité, mais des éléments de réponse qui ont été apportés avant. Il y a une musique sans doute qu'on entendra. Alors je vais me tourner pour commencer vers Laurent Stefanini. Donc on a ce grand projet comme atout économique de la Normandie, le classement patrimoine de l'humanité des plages du débarquement. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Donc, je rappelle que la Normandie a deux sujets déjà classés. Le Mont-Saint-Michel, la baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est un territoire avec quelque chose qui est effectivement très, très, très unique. Et la ville du Havre. Donc deux choses qui, dans la pensée, expriment deux visions de la Normandie extrêmement différentes. Et puis, les plages du débarquement, c'est un nouveau concept. Est-ce que vous pouvez nous en parler, cher Laurent ? Merci Max, merci à tous d'être là, merci de m'avoir fait signe pour venir expliquer un peu ce que fait la délégation permanente française auprès de l'UNESCO au profit des territoires et en particulier au profit de la Normandie. Alors la Normandie, elle a deux atouts essentiels, à la fois son histoire et sa géographie. Je pense que vous l'avez déjà dit depuis hier. Son histoire fait que, évidemment, elle a un patrimoine très riche et qu'elle a été aussi un lieu de tourisme parmi les tout premiers. Enfin, je pense à la Duchesse de Berry, à Dieppe. Je pense à Louis-Philippe au château de Le Tréport, qu'il ne faut pas oublier, qui est un lieu assez exceptionnel sur le plan patrimonial. On ne parle pas encore de classement à l'UNESCO, mais c'est un lieu important. Je pense évidemment à Trouville, qui a été une des premières stations balnéaires, à Deauville, dès les années 1860, et le duc de Morny. Donc il y a là vraiment un potentiel considérable qui fait que, bien naturellement, la région Normandie s'est intéressée aux différents types de labellisation UNESCO. Alors, il y a celle du patrimoine mondial de la Convention de 72, mais il y en a d'autres aussi, que je rappelle ici, les zones humides, le programme Man and Biosphere, les géoparcs. Bref, il peut y avoir dans l'ordre patrimonial, je ne parle pas de l'ordre éducatif avec les chaires UNESCO, les écoles associées, etc. Mais il y a, Madame la Présidente, tout un champ, si je peux dire, de possibilités de reconnaissance de l'excellence normande
à l'UNESCO. Enfin, pour s'en tenir au patrimoine mondial, c'est évidemment la Convention de 72, et la Convention de 72, ce sont ces deux dossiers qui ont été inscrits. D'une part, la baie du Mont-Saint-Michel, parmi les tout premiers, puisque c'est en 1979, et un petit peu plus récemment, la ville nouvelle du Havre, qui est très intéressante, en 2005, qui est très intéressante parce qu'elle a été novatrice, c'est-à-dire que non seulement on a inscrit quelque chose d'exceptionnel au patrimoine mondial, mais en plus, on a inscrit un ensemble du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, autour de l'œuvre d'un architecte, Perret, et ensuite ça a été transcrit pour d'autres inscriptions. Je pense en particulier, il y a 2 ans, à l'œuvre architecturale de Le Corbusier. Donc on peut dire d'une certaine manière que dans le dossier Plage du Débarquement, la Normandie, de nouveau, est à la pointe du combat pour faire reconnaître non seulement des sites de valeur universelle exceptionnelle, c'est ce que pense la France, au-delà de la région Normandie, mais également de faire avancer la doctrine du Centre du patrimoine mondial sur ce que eux appellent la mémoire négative, et que nous, on conteste toujours en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mémoire négative ?» Une mémoire, elle est nécessairement positive et négative, et en plus, dans le cas des plages du débarquement, elle est complètement réconciliée. C'est-à-dire que ce que l'on va viser, ce que l'on va chercher à inscrire, c'est tout autant les commémorations régulières, et j'étais moi-même à l'époque, j'étais chef du protocole de la République, et donc en 2014, j'étais pour les grandes commémorations du 70e anniversaire, avec 37 chefs d'État étrangers. Et ce qui est important, c'est qu'il y avait non seulement évidemment M. Poutine, M. Obama à l'époque, mais qu'il y avait aussi la reine d'Angleterre, qui était d'ailleurs en visite d'État en France, mais qu'il y avait aussi la chancelière Merkel, et que d'ailleurs nous avons saisi le déjeuner de Bénouville pour organiser le processus, dit processus de Normandie, qui vise à rapprocher, sous l'arbitrage franco-allemand, l'Ukraine et la Russie. Donc on voit à quel point c'est important. Il faudra simplement, dans les 2 ans qui viennent, puisque l'examen du dossier a été repoussé à l'été 2021, il faudra dans les 2 ans qui viennent que l'on convainque le Centre du patrimoine mondial et le Comité du patrimoine mondial de la justesse de nos arguments. Parce que, évidemment, tout ce qui est UNESCO est universel, et ça veut dire que vous avez autant d'experts qui sont asiatiques, latino-américains, africains, etc., pour qui peut-être que moins que dans le monde développé, transatlantique, les plages du débarquement parlent un peu moins. Donc voilà le travail sur les questions de patrimoine qui sont tout à fait essentielles. On y reviendra peut-être ensuite. Je me tourne maintenant vers Marie-Agnès. Deux éléments importants dans ce que vient de dire Laurent Stefanini, c'est le rayonnement et la notoriété. C'est vrai que la Normandie, par son histoire, est certainement une des régions françaises les plus connues au monde. C'est le lieu, le site de certainement la bataille la plus connue au monde, dont on a réussi l'exploit de la transformer en une mémoire positive, c'est-à-dire le chemin de la liberté, le chemin de la libération de l'Allemagne, du totalitarisme nazi. C'est quelque chose d'important, donc qui est au cœur de l'identité en construction de l'Europe, de ce qu'on a en commun de tous les peuples européens et de cette relation à la liberté. Il y a une première question, donc ça a été le cas pour Le Havre, donc il a fallu savoir convaincre
des experts, effectivement un expert malaisien lui expliquer l'importance d'un architecte comme Auguste Perret, c'est pas facile. Donc il y a tout un travail de pédagogie et de ce que j'entends, là la Normandie va avoir la région un gros travail. Il faut s'adapter. Si le dossier pour nous est évident, pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit évident pour tout le monde. Donc ça, c'est un point, mais qui accompagne finalement une réflexion à avoir sur ce rayonnement et la notoriété de la Normandie. Donc on va être, nous, naturellement convaincus par capillarité, mais comment faire pour qu'un Malaisien se dise « oui, la Normandie, c'est vraiment un lieu unique, extraordinaire dans l'histoire ». Donc ça, c'est par rapport à l'attractivité. Et d'autre part, comment on irrigue tout un territoire, vice-présidente de la région pour le tourisme, et également maire de Fécamp. C'est-à-dire que c'est pas seulement une vision en surplomb, c'est une vision, et quand on voit la transformation de la ville de Fécamp sur les 40 dernières années, c'est une ville qui a réussi cette mutation. Ça n'a pas été simple, ça commence. Vous nous en parlez, Marie-Agnès, s'il vous plaît. Merci Max, bonjour à tous. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ce que vous avez indiqué, monsieur l'ambassadeur, et les démarches qui sont les nôtres, avec en effet concrètement ce que des élus locaux peuvent faire? C'est bien ça la question. Alors on voit... Merci de l'entretien que nous avons eu préalablement, parce que je mesure encore le chemin à accomplir. J'avais presque l'impression que nous étions au bout. Pas complètement, puisqu'en effet, normalement, nous espérions avoir la réponse en juin prochain et qu'on nous avait déjà indiqué qu'il fallait être prudent et que probablement il serait examiné un an plus tard. Vous dire que l'ensemble de la collectivité régionale, elle est mobilisée, évidemment, pour être à vos côtés, pour que vous nous aidiez à porter ce dossier. Le président Morin au premier rang, évidemment. Catherine Morin-Desailly, qui est également présidente de la commission culture au Sénat et membre de plusieurs commissions qui examinent aussi ces dossiers. Et François-Xavier Priolo, qui est vice-président en charge des relations internationales, et moi-même. Donc ça veut dire que vraiment la collectivité, elle est mobilisée. Sophie Gauguin, qui est au premier rang également, puisqu'elle a souvent l'occasion de faire des voyages à l'international. Donc dès lors que nous avons l'occasion de pouvoir échanger sur ce dossier, nous le faisons, et parce que nous savons à quel point, en effet, il est important. Il est important pour passer, j'allais dire, d'un tourisme de mémoire à un tourisme qui soit plutôt porté vers l'avenir et vers l'espérance. Tu indiquais tout à l'heure qu'on connaissait la Normandie pour le débarquement. Et le débarquement, eh bien, en effet, certes, ça a été un espace de bataille important, mais ça a été aussi le point d'entrée vers la liberté en Europe. Et nous, c'est évidemment ce que nous souhaitons mettre en avant, le côté positif de ce que ça a amené, et pas seulement, en effet, encore une fois, à la Normandie, mais plus largement en France. Ça veut dire que tout le territoire normand, mais plus largement, peut en bénéficier. C'est ça l'enjeu aussi des classements patrimoine mondial. Et nous essayons également de mettre en avant, peut-être pour faire le lien également avec le titre de cette table ronde, avec les mobilités, avec le bien-être, avec la qualité de vie, parce que nous savons à quel point aussi c'est important. L'un des enjeux de développement économique de cette région, c'est certes de continuer à accueillir un grand nombre de touristes, mais surtout de faire en sorte que nos entreprises puissent accueillir des personnes qualifiées, puisqu'on voit parfois les limites de l'exercice. Et comment le fait-on, si ce n'est en arrivant à convaincre qu'ici on peut trouver une forme d'équilibre, Michael, de sérénité, de bien-être, alors avec en effet les cures marines, mais pas que. Il y a évidemment une multitude d'attraits. Quand on est maire, on fait évidemment attention à ça. Quand on est au sein de l'OGS, puisque entre Étretat et Fécamp, on est en train de travailler sur une opération grand site,
c'est aussi pour essayer de protéger notre patrimoine, parce que si nous avons en effet une chance extraordinaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec notamment la baie du Mont-Saint-Michel et le Havre, nous avons d'autres espaces qui attirent des millions de touristes chaque année, notamment les falaises. Et nous savons à quel point aujourd'hui ce tourisme de masse, ça peut paraître incroyable de l'évoquer de cette manière, mais peut être dangereux pour la pérennité de ces sites. Donc les élus s'organisent pour travailler sur les mobilités, sur le stationnement, sur comment on organise en fait un étalement et comment au fond l'ensemble des territoires pourront en profiter bien plus largement demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez au Mont-Saint-Michel où vous allez voir les falaises d'Étretat et trop souvent vous passez 2 heures sur site et vous repartez parce que d'abord vous ne savez pas très bien ce qu'il y a à faire à côté, il faut le reconnaître. Et nous, ce que nous voulons, c'est en effet faire en sorte que les personnes puissent rester plusieurs jours chez nous, qu'elles ne fassent pas simplement l'aller-retour dans la journée entre Paris et le Mont-Saint-Michel ou Paris et Étretat. L'idée, donc, c'est donc de leur montrer tous les atouts que nous avons, toutes les offres touristiques, toutes les expériences qu'il y a à vivre. On parle beaucoup d'expériences aujourd'hui dans le domaine touristique, mais cela pour, en tous les cas, ambition de faire en sorte que ce soit l'ensemble des territoires qui puissent en profiter et pas seulement le lieu sur lequel nous sommes venus initialement. Merci Marie-Agnès. Je vais me tourner vers Michael. L'attractivité, ce qui est intéressant, c'est que Michael a 2 casquettes, l'attractivité et le tourisme. Et l'attractivité et le tourisme, donc comment le visiteur, on utilise le rayonnement, la notoriété pour faire venir. Et l'attractivité, c'est l'investisseur, comment on fait venir l'investisseur. Donc c'est-à-dire il y a du temps plus court, il y a du temps plus long. Et le grand défi qu'on a, et c'est un peu le thème de ce forum sur les mobilités, c'est d'articuler les deux. C'est-à-dire que les mobilités que l'on va mettre en œuvre, par exemple pour le tourisme, ça doit servir pour l'emploi, c'est-à-dire pour les gens au quotidien. C'est-à-dire que si ce qu'on apporte pour le tourisme sert les gens au quotidien, il y aura une très grande acceptabilité de la pression. Si on a le sentiment d'être juste le tampon de passage pour des gens qui viennent et qui s'intéressent finalement à la matérialité des lieux et pas à l'humanité des lieux, ça peut être un désastre. Alors je sais que Michael, vous, c'est un sujet qui vous importe et vous essayez de tenir réunis les deux bouts. Bon, ça fait 25 ans que je travaille en France, donc passionné de ce beau pays, et puis les valeurs nobles, je dirais, de tourisme, de partage, de bien-être, de compréhension mutuelle, de richesses patrimoniaux des uns et des autres, je pense qu'ils sont pertinents aujourd'hui, comme ils étaient il y a 25 ans. On a besoin de ces valeurs, et je vois le défi ici, c'est que Normandie est extrêmement bien placée pour revendiquer ces valeurs haut et fort. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des efforts actuellement pour essayer de garantir et pérenniser le rayonnement de cette belle région et ses valeurs de liberté, de paix et d'ouverture d'esprit via les efforts d'UNESCO, via le Forum mondial pour la paix que la région organise. Et en même temps, il y a un engagement plus local d'assurer que justement les visiteurs puissent comprendre que la Normandie, c'est pas que juste un énorme livre d'histoire ciel ouvert, et qu'il y a une forme de récit moderne de la Normandie également proposé, une carte de vie assez originale placé entre ces 2 villes-mondes qui sont Nantes et Paris. Il y a un terrain de jeu absolument fabuleux ici. Et cette notion de tourisme et attractivité qui va ensemble, c'est juste une logique absolue ici. Dans une politique globale d'attractivité, le tourisme, c'est la première brique. C'est le tourisme, notre réputation en tant que destination de vacances ou destination de villégiature week-end, c'est ça qui nous place dans la carte mentale des investisseurs potentiels, ou des étudiants potentiels, ou des nouveaux habitants potentiels. La clé pour nous, c'est qu'ils ne précipitent pas juste au Mont-Saint-Michel et Étretat et passent 2 heures et repartir. Et c'est pour ça qu'on est en train, avec Marie-Agnès, en train de creuser ensemble les notions d'une forme de
slow tourisme, une forme de tourisme plus lent, où les gens soient inspirés à sortir des sentiers battus et comprendre l'ensemble des richesses qu'il y a ici. On a même un petit outil qui s'appelle Secret Normand, qu'on est en train de bien instaurer dans le paysage touristique normand, qui incite les visiteurs à ne pas faire que des grands sites, mais découvrir l'ensemble des richesses qu'il y a sur le territoire. Mais en inspirant nos visiteurs à comprendre le cadre de vie exceptionnel qu'il y a ici, bien sûr, notre but derrière, c'est de les convaincre également qu'ici, en Normandie, vous venez pour vous ressourcer un week-end, mais vous pouvez trouver une forme d'équilibre sur l'ensemble de l'année. Si vous faites le saut de faire un choix de vie, on sait très bien, l'interdépendance fait de Paris, surtout ici, c'est extrêmement important, mais on connaît tous les 6 mois, il y a des enquêtes qui disent que des jeunes familles parisiennes réfléchissent de plus en plus à quitter Paris. Et c'est vrai, dès que vous êtes sortis, vos enfants ont dépassé l'âge de la crèche, ça devient un peu plus compliqué en termes des écoles et le reste. Eh ben, l'attraction d'une vie ailleurs est très forte. Et nous, avec notre proximité vers l'Île-de-France, avec des liens qu'on a, avec le réflexe qu'ils ont déjà de trouver la belle campagne ici et la côte ici, on est extrêmement bien placé. À nous, par contre, de juste faire comprendre que les services qu'on propose, la qualité d'accueil qu'on propose, bah oui, ils ne vont pas trouver exactement pareil qu'ils trouvent dans les grands Paris ou dans les grands banlieues parisiens, mais c'est notre forme de qualité de service qu'on propose ici, une autre forme d'équilibre, d'avoir la mer à forte proximité, avoir une belle campagne à proximité, mais les services, avoir, voilà, pour vous c'est peut-être une banalité, mais pour d'autres personnes et pour d'autres vies qui vivent à l'étranger, qui pensent à notre vie, accès à des produits issus du circuit court, de proximité, le plaisir d'aller faire des courses à un marché samedi matin, c'est banal pour vous, mais c'est pas banal pour des gens en milieu urbain qui ont marre de mettre au boulot dodo et d'acheter des choses en sachet plastique, quoi. Donc, c'est très basique le message, mais je pense que les voies que la Normandie sont en train de prendre sont extrêmement fortes. Et c'est naturel, je pense, que les élus investissent, que les techniciens investissent, que les investisseurs également comprennent la qualité de vie qu'on est capable de proposer dans ces régions. Alors, merci Michael. Qualité de vie, je me tourne vers Émile Viciana. Émile Viciana, c'est le directeur des Cures Marines, donc qui est un vrai succès à l'échelle de la Normandie. C'était un projet co-construit avec les responsables du territoire, Christian Cardon, le maire de Trouville. Donc, à un moment, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est l'emploi, l'attractivité, tout ça se tient. C'est-à-dire qu'en se dotant d'un outil comme les Cures Marines, c'est bénéfique pour le territoire, pour les équipements, pour un ensemble, pour la Normandie. Bien-être, comment ça se décline après avoir entendu monsieur l'ambassadeur de France à l'UNESCO, Marie-Agnès Poussier-Mansbach est vice-présidente du tourisme, Michael Dott qui fait ce lien entre activités. Qu'est-ce que les Cures Marines ont à nous dire ? Tout d'abord, moi je joue à domicile. Mon établissement, il est donc à Trouville. Je me présente, je m'appelle Émile Viciana. On est sur un jeune établissement qui est dans un bâtiment très ancien. L'établissement a 4 ans. Le modèle économique des Cures Marines tourne beaucoup autour du bien-être. Et raison pour laquelle, lorsqu'on en a parlé avec Max, j'ai accepté de participer parce que c'est vraiment le métier et l'axe sur lequel on a construit notre stratégie il y a maintenant 4 ans, mais dans les années à venir. L'établissement fait partie du groupe Accor, et dans le groupe Accor, nous avons plus de 4000 hôtels dans le monde, mais nous avons une poignée d'établissements qui sont sur ce marché bien-être, essentiellement bien-être, sur de la thalassothérapie, du spa marin, et sur cette volonté d'offrir à la clientèle un panel d'expériences autour du lâcher-prise,
autour d'une nourriture saine, autour de soins à base d'eau de mer, qui est l'essence. Je crois que dans le liquide amniotique, il y a de l'eau salée. Donc on est clairement sur des vertus qui fonctionnent et qui sont importants pour chacun d'entre nous. Alors, chacun d'entre nous, le bien-être, il est différent pour chacun d'entre nous. Certains vont vouloir juste se reposer, d'autres faire du sport, d'autres s'occuper de leur peau. Bah, bref, il y a autant de bien-être que chacun d'entre nous, on se positionne. Et donc, toute la difficulté d'un établissement comme le mien, c'est de proposer un panel de prestations qui puissent correspondre et de faire de la personnalisation. Et je pense que sur le territoire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le panel doit être important, doit se rejoindre et doit, comme ça, créer un écosystème autour de ce secteur-là, secteur qui est en très très forte croissance. Le tourisme mondial, c'est une croissance de 3,7%, et le tourisme du bien-être, c'est 7,5%, c'est-à-dire plus du double. On voit bien qu'il y a cette grande tendance pour chacun d'entre nous à prendre le temps de s'occuper de soi, de faire du sport, de s'occuper de soi et en profondeur, j'ai envie de dire. Et c'est toute la stratégie qu'on a mis en place depuis maintenant 4 ans, qui fonctionne bien, puisque on atteint nos chiffres. Merci Émile. Tout de suite, je me tourne vers Mère Agnès. Moi, il y a un chiffre que vient de nous dire Émile, qui est important, c'est-à-dire que le facteur d'accélération du bien-être est le double. Et là, après ce qu'on vient d'entendre, on a un atout sur notre territoire, la Normandie, donc territoire normand, donc une région, mais qui est fait d'un ensemble de territoires avec de la diversité, de la complexité, des relations. Comment on s'en empare pour aller plus loin, pour pousser une Normandie qui gagne? Marie-Agnès. Par rapport au bien-être, ce qui était aussi important, c'était qu'on se rende compte que les Normands étaient aussi convaincus que leur cadre de vie et que leur manière de vivre était en rapport avec ce bien-être. Ça a été l'objet de tout le travail que nous avons mené préalable à la création de l'Agence de l'attractivité de Normandie. Et on s'est rendu compte, en effet, que cette perception était forte, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était un peu pudique pour la partager. Donc une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est d'être capable d'exprimer et de mettre en communication aussi, même si aujourd'hui on a parfois l'impression que c'est un peu un gros mot. Or, on sait à quel point c'est utile et nécessaire d'expliquer, de faire valoir le fait qu'en effet, notre région peut mettre en avant le bien-être, la qualité de vie. Ceci était un peu plus vrai dans certaines parties, je ne citerai pas d'endroits particuliers, mais dans certaines parties de la Normandie, on voit bien aujourd'hui que même les métropoles sont extrêmement attentives à la qualité de vie, au bien-être, parce qu'elles savent parfaitement que s'ils veulent continuer à attirer des habitants ou conserver les leurs, eh bien c'est un des enjeux majeurs. Donc les modes doux, les quartiers paysagers, on est beaucoup plus sensible à tout cela. Et pour, en effet, notre plus grand bonheur, puisque nous, ça nous permet, en effet, quand on va vendre la Normandie en dehors de ses frontières et en dehors des frontières de notre pays, eh bien, de pouvoir mettre aussi en avant cet atout-là avec des partenaires comme vous, dès lors qu'on est sur du bien-être extrêmement ciblé. Michael, donc on a la chance avec Michael d'avoir des meilleurs connaisseurs et porteurs de ces enjeux. C'est-à-dire que autrefois, on avait tendance à raisonner en silo. On l'a vu sur les mobilités. Les mobilités, c'est une approche
actuelle, plus complexe, transversale, où l'usager, l'humain, le citoyen est au cœur donc, de la demande, et l'infrastructure accompagne. C'est-à-dire qu'on ne construit pas un pays, un territoire à partir d'une infrastructure. Et Michael porte cette sensibilité forte, et je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il faut repenser, comme l'a très bien évoqué Laurent Stefanini, porter un sujet comme la Normandie à l'UNESCO. Il faut être capable de répondre à des nouvelles questions dues à cette mondialisation et à ce rayonnement international. Michael porte ça. Comment compléter ce qui vient d'être dit par rapport au bien-être, et comment le bien-être peut être un atout pour le développement économique, le développement de l'emploi sur l'ensemble du territoire? Michael porte ça, non. Hein. On essaye de coordonner tout un tissu et créer des liens avec l'ensemble des différentes filières et tout l'ensemble des différents secteurs de l'économie, les forces vives de la Normandie. On essaye de créer des liens, on coordonne, on essaie de canaliser les énergies de plein d'autres personnes. Et ça, c'est un enjeu de base pour nous, en termes de rayonnement, en termes d'image. C'est qu'il y a plein de gens ici qui sont fiers d'être normands, mais est-ce qu'ils en parlent vraiment dans leur entourage et dans les échanges professionnels et personnels? Est-ce qu'ils en parlent spontanément? Ou est-ce qu'ils gardent ça pour eux un petit peu? Et donc, un de nos défis de base, c'est de relier tous ces différents ambassadeurs officiels et informels de la Normandie, les nourrir avec un nouveau récit de ce que c'est la Normandie et tous ses avantages économiques, et les encourager d'être prescripteurs, d'en parler. Donc ça, c'est une première réponse de fond. La notion de bien-être en tout ça, et l'équilibre, et le choix de vie que c'est de venir s'installer en Normandie, et le cœur de nos différents arguments centraux. Via le tourisme, on est en train de repenser d'ailleurs notre façon et nos dispositifs web qui vont avec, plutôt de promouvoir la Normandie dans un catalogue de thématiques. Et c'est un catalogue parce que c'est tellement riche, hein, on a du mal à faire le choix entre tous ces différents thèmes possibles. On est en train de raisonner plus maintenant en termes d'univers motivationnel. L'histoire va être regroupée par la notion de découverte, où les gens ont soif de découvrir des choses et apprendre tout en s'amusant. Les gens ont envie d'être actifs, peut-être, pendant le moment de loisir, d'être actifs, donc on est en train de regrouper toute l'offre qui est active. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas être actifs du tout et qui veulent juste détente, ressourcement, prenez le temps, peut-être se chouchouter un petit peu. Je pense que ça parle à mon voisin en face. Et si on représente l'offre touristique et l'offre même économique de la Normandie selon les motivations de nos cibles, ça c'est un peu la philosophie marketing qui rentre dedans, eh ben on aura peut-être plus de chances à atteindre notre cible, atteindre notre audience. Je pense qu'il y a une forme de culture, je suis en train de dire, ça, il y a une forme de culture de communication qu'on doit essayer de faire évoluer pour vraiment accompagner nos ambitions. Et c'est ça un peu l'objectif de Normandie Attractivité, et aussi, dans le secteur tourisme, du comité régional de tourisme, changer la culture de communication de Normandie pour qu'on soit mieux compris pour ce qu'on est et ce qu'on est en train de défendre pour le futur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que tout ce qu'on vient de dire a sa place dans un dossier porté à l'UNESCO? Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que n'oubliez pas que derrière, il y a toujours un combat. On a un peu trop tendance, en France en général, et dans les différents territoires et dans les différentes régions, à avoir un petit complexe de supériorité. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai, ici on vit mieux qu'ailleurs, ça je peux vous le dire, moi qui voyage tout le temps, on vit mieux que dans l'immense majorité des pays du monde. Donc on a tendance à se dire, ben voilà, tout le monde nous admire, tout le monde nous reconnaît, tout le monde nous connaît. Bon. Non, il faut se battre justement parce que nos supériorités créent des formes de jalousie. Voilà. Et qu'il n'y a pas toujours je dirais une assistance spontanée. Et la concurrence est vive. Elle est vive
en international, et elles y vivent même en franco-français, entre les régions et entre les territoires. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, il faut avoir de bons dossiers, de bonnes stratégies, de bonnes tactiques, et savoir comme ça les mener jusqu'au bout, jusqu'aux résultats positifs. Et nous en parlions avant de venir vous rejoindre avec Madame la vice-présidente. C'est ce qu'a fait Antoine Ruffnat sur Le Havre, sur le dossier du Havre. Ça a pris 10 ans. Voilà. Pourquoi 10 ans? Pas parce que le dossier n'était pas bon, il était de valeur universelle exceptionnelle, et d'ailleurs ça a été inscrit, mais c'est parce qu'il a fallu le démontrer, contourner les embûches, les inerties, les malveillances. Voilà, donc c'est simplement dire, c'est toujours un combat d'être à la pointe de la connexion. Et donc le coordonné, connecté, on est au cœur du forum. Comment la région et puis tous les acteurs territoriaux peuvent vous aider, vous qui êtes à la tête de ce combat, pour qu'on remporte la victoire pour notre territoire et pour la France? Alors, elle le fait en étant mobilisée, en poussant, je peux dire, les organes d'évaluation technique à bien ferrailler. Et là, l'étape sur ce dossier particulier des plages du débarquement, dans les semaines ou les mois qui viennent, hein, il faut aller vite, j'aurais aimé que ce soit dès le printemps, bon, il y ait cette réunion d'experts. Hein. D'ailleurs, la région Normandie a dit qu'elle était tout à fait prête à contribuer, à accueillir. Alors, je dirais que je ne suis pas sûr que ce soit de bonne politique, peut-être de l'accueillir, parce que ça donnerait le sentiment qu'on veut un tout petit peu trop faire pression, même s'il y a beaucoup de lieux où ce serait très agréable de venir tenir cette réunion. Mais ça peut être à Paris, ça peut être au siège de l'UNESCO, c'est pas du tout gênant, c'est neutre. Ou à Charenton-le-Pont où il y a l'ICOMOS, International Council on Monuments and Sites. Mais il faut réunir les bons experts, c'est-à-dire les experts qui pensent comme nous et qui seront à même de mettre en valeur la valeur de notre dossier et de notre expertise. Bien, Émile Viciana, les cures marines sont prêtes à accueillir la délégation internationale. Il faut une réponse claire. Hein. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais moi, j'ai envie de rebondir. Oui, mais nous qui allons préparer le dossier pour monter. Mais Max, si on synthétise un petit peu, on est dans une compétition ardue sur un marché en forte croissance, en très forte croissance. Et le territoire doit actionner les leviers dont vous avez parlé, c'est-à-dire une offre qui soit la plus spécifique et de bonne qualité possible. C'est la communiquer de façon la plus large possible et en travaillant les cibles de façon très fine. Et puis enfin, ça passe par nous tous, parce que c'est nous tous qui faisons l'attractivité de notre région, chacun à notre niveau, et les cures marines, évidemment, en fer de lance, j'espère. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce combat pour l'attractivité du territoire, il y a une concurrence internationale qui est très rude, et sur le bien-être, il ne faut pas imaginer, parce que la Normandie est un territoire béni des dieux, que la concurrence internationale n'est pas présente. Donc ça s'exprime dans le classement à l'UNESCO, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ces jalousies par une posture parfois un peu arrogante des Français, mais également les autres acteurs ont conscience que c'est des outils d'attractivité énormes pour un territoire. On parlait d'encore la bascule au moment où c'était classé patrimoine de l'humanité. C'est phénoménal. Donc les rivalités, elles ne sont pas seulement sur des postures culturelles en disant bah, tiens, les Français ils sont un
petit peu arrogant, on va aller. C'est que le dispositif d'autres pays est efficace parce que les gens se rendent compte que l'attractivité, que le rayonnement, que la notoriété, c'est un enjeu économique. Tout se tient. Et quand on travaille sur les mobilités pour accueillir les gens ici, c'est la qualité de vie, c'est l'emploi, tout se tient. On arrive au terme de notre matinée. Est-ce que vous avez des questions à poser, puisqu'on a la chance d'avoir quand même là sur cette scène 4 grands acteurs du territoire. Si vous n'avez pas de questions, David Rovert, Christian. Une question, mais un témoignage. La Cour des comptes était commissaire aux comptes de l'UNESCO jusqu'à une date très récente, et on a audité les méthodes de classement au patrimoine mondial. Et alors, je tire 2 conclusions de ce travail. La première, c'est que la France a un handicap, c'est qu'il y a beaucoup trop de sites européens, et l'UNESCO cherche à développer les sites dans les pays, dans les continents non développés, notamment en Afrique, mais l'Afrique n'a pas les moyens d'avoir les bons experts pour se classer. Et d'autre part, on a parfois, dans le passé, réussi des passages en force qui ont indisposé le secrétariat. On m'a cité, je faisais partie de l'enquête, le cas de Provins. Non pas que la ville de Provins ne mérite pas d'être classée au patrimoine, elle l'est, mais théoriquement, l'UNESCO ne classe qu'un site par continent. Et il y avait déjà des villes moyenâgeuses, notamment en Allemagne, de classer, mais le classement a été obtenu grâce à un forcing terrible de Chirac lui-même, qui a réussi, mais qui a énormément indisposé les gens. Donc il ne faut pas trop en faire. Laurent? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est exactement ça. Les derniers dossiers classés, les derniers dossiers inscrits, ça a été la chaîne des Puits, faille de Limagne. Après 2 demandes d'inscription en 2014 et en 2016, qui, à chaque fois, avaient abouti à refus d'inscription, non-inscription pour défaut de valeur universelle exceptionnelle. On est revenu à la charge. À chaque fois, on a négocié. On a, et là je dois dire, ce n'est pas Jacques Chirac, mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui a passé un certain nombre de coups de fil pour dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, évidemment, ça a permis de faire inscrire un certain nombre de choses. Ça a permis de faire inscrire les climats de Bourgogne, ça a permis de faire inscrire les coteaux de Champagne, mais ça laisse des traces. Et l'UNESCO n'est pas une organisation française. C'est une organisation internationale, même si elle a une directrice générale française, et c'est vrai que ça rend, si je peux dire, ce passage en force, année après année, dossier après dossier, de plus en plus difficile, et il y a toujours derrière, je l'ai vécu, puisque l'autre dossier que nous présentions au patrimoine mondial l'été dernier, c'était le dossier de la vieille ville de Nîmes. Et là, très clairement, le Centre du patrimoine mondial et les experts disent, quelle que soit la valeur intrinsèque du bien, donc on va essayer de représenter le dossier, parce qu'on n'est pas du tout... là aussi, on se bat, mais ils nous disent, vous avez le pont du Gard à 10 km qui est déjà inscrit, vous avez la cité épiscopale d'Avignon, vous avez la ville d'Arles, romane et romaine, vous avez l'arc antique d'Orange et le théâtre antique et l'Arc de Triomphe, vous avez déjà dans un rayon de 30 km 4-5 sites au patrimoine mondial de l'humanité. Nous avons beaucoup trop de sites antiques et de sites antiques romains déjà inscrits au patrimoine mondial. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où on est... mais c'est pas pour ça qu'on se bat pas, on est là pour ça. D'abord, être diplomate, c'est en permanence se battre. C'est mon expérience de 35 ans et c'est comme ça qu'on continue collectivement, je ne parle pas seulement pour la Normandie, à être particulièrement attractif, parce qu'on est combatif. Michael? Combatif, et vous défendez l'ouverture d'esprit et les valeurs universelles. La preuve, moi je découvre les valeurs universelles de Beatles et de Rolling Stones partout dans cette salle. C'est fantastique comme ouverture d'esprit.
Merci Michael. Voilà, c'est effectivement sous ces affiches de la culture universelle que nous allons conclure cette table ronde et que je vous invite à nous retrouver à 14h30 pour continuer ces échanges avec les intervenants qui sont déjà là et puis la conclusion qui se fera par notre ami général Denis Mercier. À tout à l'heure.